السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا نحاول ان شاء الله نتكلم على واحد لو sujet parmi les sujets qui sont très importants, très en vue, très discutés, sur lesquels il y a beaucoup d'échanges dans le domaine du digital. Le sujet هذا c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Le sujet aujourd'hui, il suscite beaucoup d'intérêt, il y a des discussions en long et en large, il y a des gens qui vont vous dire que l'intelligence artificielle va transformer, va remplacer tous les métiers qui sont exercés aujourd'hui par l'homme, que c'est un risque. Alors bien entendu, même les grands, et quand on regarde les discussions qu'il y a entre Elon Musk, entre des gens comme Bill Gates, comme Jack Ma ou autres par rapport à l'intelligence artificielle, on voit que le sujet fait débat. C'est un sujet qui est aujourd'hui au devant de la scène. On va essayer un peu de l'aborder sur le volet purement technique ou technologique et sur les cas d'usage de l'intelligence artificielle concrètement dans l'entreprise et au niveau de l'administration. Alors, d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est la capacité de la machine à réfléchir, à apprendre, à comprendre et à décider de manière similaire à ce que fait l'homme. Et d'ailleurs, l'une des techniques de l'intelligence artificielle qui a été les premières à être développées, c'est les réseaux de neurones qui s'inspirent quelque part de la façon avec laquelle le cerveau humain traite les informations à travers justement les réseaux de neurones. Donc, est-ce que c'est un nouveau sujet? Ce n'est pas un nouveau sujet. L'intelligence artificielle est un domaine qui existe depuis la fin des années 60, début des années 70. Tous les algorithmes, pratiquement, ou la plupart des algorithmes qui sont aujourd'hui utilisés, les modèles mathématiques qui sont utilisés, existent depuis ces dates-là. À part éventuellement le deep learning comme technique, qui est assez nouvelle, le reste, c'est vraiment des techniques qui existaient depuis pas mal de temps. Et la plupart des gens qui ont travaillé dans le domaine ou qui ont développé de la recherche dans le domaine connaissent la plupart des techniques de machine learning, aussi bien en termes de supervised learning, donc d'apprentissage supervisé ou non supervisé, les différents algorithmes qui sous-tendent tous ces modèles-là, le caniriste, les algorithmes bayésiens, en fait, l'ensemble des techniques qui sont utilisées sont très connues depuis pas mal de temps. D'ailleurs, moi-même, j'ai travaillé dans le domaine de l'optimisation des algorithmes de machine learning en termes de performance depuis 2000. Donc, ça fait déjà 20 ans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui ressuscite ce sujet de cette manière? C'est principalement son carburant. Donc aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un moteur. Comme tout moteur, c'est quelque chose qui est très intéressant, très avancé techniquement, technologiquement, mais qui a besoin de carburant. Et le carburant de l'intelligence artificielle, c'est la donnée, c'est la data. Donc, la donnée par rapport à l'intelligence artificielle, c'est une donnée qui existait auparavant, mais pas avec le volume qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 70, dans les années 80 et même dans les années 2000, on n'avait pas ce volume de données qu'on a aujourd'hui, qui est créé au travers des réseaux sociaux, au travers des téléphones mobiles, au travers des capteurs et de l'Internet des objets, et donc au travers des différentes sources de données qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont à disposition, et qui permettent justement de construire cette intelligence artificielle. Donc il y a déjà ça, et c'est un élément qui est fondateur. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on parle de machine learning, et notamment dans le supervised learning, généralement, on a ce qu'on appelle un dataset d'apprentissage. Ça veut dire que la machine va apprendre sur la base d'un ensemble de données qu'on lui fournit en amont et qui va permettre de construire un modèle mathématique en conséquence. Alors, je vais expliquer ça de manière un peu plus simple. Un algorithme de reconnaissance d'image. Supposez que vous avez un algorithme qui reconnaît une voiture dans une image. Ces algorithmes qui existaient il y a pas mal de temps, sauf que si on veut que l'algorithme soit performant, il faut qu'on l'alimente en termes d'images. Supposez que vous l'alimentez avec une dizaine, voire une centaine d'images, bien sûr la précision, le niveau de précision, de pertinence de l'algorithme reste légère, et donc le taux d'erreur est plus important.
Alors que si vous avez 100 000 images, voire 1 million d'images, automatiquement l'algorithme va pouvoir reconnaître n'importe quelle nouvelle image qui lui est présentée sur la base du modèle qu'il a construit sur les 100 000 images. Donc plus on a de données, plus la pertinence de l'algorithme est importante. Et là, on le voit clairement ces dernières années, par exemple avec de la reconnaissance vocale sur Siri ou sur Google Assistant, on voit clairement que la capacité de reconnaissance a augmenté, le taux d'erreur s'est réduit considérablement grâce justement aux données avec lesquelles on alimente justement les algorithmes. Je donne un autre exemple d'algorithme d'intelligence artificielle qu'on remarque souvent, c'est la reconnaissance de caractères. Et ça, c'est quelque chose qui existait il y a bien longtemps. Ce qu'on appelle en fait les techniques ou les outils OCR, Optical Character Recognition. C'est des outils qui se sont souvent intégrés dans la JET et qui permettent de reconnaître des caractères. Ces outils-là, avant, n'avaient pas suffisamment d'images pour pouvoir faire de la reconnaissance pointue et suffisamment correcte. Aujourd'hui, avec toute la donnée qui existe, on arrive vraiment à avoir un niveau de pertinence de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de caractère très avancé. Et notamment, entre autres, grâce au mécanisme de CAPTCHA. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis plusieurs années, on avait en fait imaginé un mécanisme qui permet de valider que celui qui se connecte par exemple à un site est bien un humain. Et l'un des mécanismes, c'est la CAPTCHA, c'est-à-dire tout simplement lui présente des caractères qu'il a besoin de reconnaître. Et selon cette saisie, on va lui donner accès ou pas. Ces mécanismes de CAPTCHA sont utilisés pour capturer de la donnée taguée, c'est-à-dire en fait vérifiée par des humains, et qui va alimenter par la suite des algorithmes d'intelligence artificielle, ce qui va permettre à chaque fois d'améliorer justement la pertinence des résultats. Aujourd'hui, on utilise également le CAPTCHA pour la reconnaissance d'images. Donc, dans beaucoup de sites, vous allez avoir un mécanisme qui va vous sortir un ensemble d'images et va vous dire est-ce que, par exemple, vous pouvez voir une voiture, vous pouvez voir une devanture de magasin ou autre. Ça, c'est également des mécanismes de capture aujourd'hui qui sont très puissants et qui permettent à des sociétés d'avoir justement une forte précision de ces algorithmes. Donc, comment ça marche? Ça marche comme je viens d'évoquer, ça veut dire tout simplement pour le supervised learning, j'ai un dataset d'apprentissage. Ce dataset va servir à alimenter un algorithme qui va se baser sur des mécanismes statistiques pour pouvoir corréler, pour pouvoir par la suite reconnaître un nouveau objet ou le taguer ou le classer sur la base bien sûr de ce qu'il a vu dans le dataset d'apprentissage. Après, il y a bien sûr un ensemble d'autres algorithmes dans l'intelligence artificielle. Généralement, on distingue deux techniques, le machine learning avec bien sûr le machine learning supervisé et non supervisé. Mais on a également ce qu'on appelle le data mining. Et derrière, généralement, c'est toujours de la donnée qui va permettre de construire des algorithmes. Alors typiquement, on va avoir des algorithmes type arbre de décision. Ça, c'est les algorithmes qui sont souvent utilisés dans les jeux. Ça veut dire en fait, on va pouvoir décider selon un arbre en se basant sur des données à la base. On va avoir ce qu'on appelle de la classification. La classification, c'est-à-dire tout simplement qu'on va classer une donnée dans un ensemble de classes qui sont prédéfinies selon bien sûr des données historiques. Et donc, au fur et à mesure, on construit cette intelligence. Alors, ce qui est intéressant dans la discipline d'intelligence artificielle, c'est que, justement, plus elle est alimentée en termes de données, plus la précision, elle augmente. Un autre élément également fondateur et qui a permis aujourd'hui d'arriver à ce niveau de précision des algorithmes, c'est la capacité de traitement. Alors, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, on n'avait pas suffisamment de capacité de traitement pour justement arriver à alimenter les algorithmes en data volumineuse. Aujourd'hui, avec justement le big data, d'où l'intérêt, d'où la corrélation entre le big data et l'intelligence artificielle, on arrive déjà à stocker des données volumineuses dans des bases de données NoSQL, on arrive à les traiter
de manière parallélisée en utilisant des clusters Hadoop. Et donc, ça permet justement de traiter des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des millions d'enregistrements. Donc, on a des téraoctets qui peuvent être traités très rapidement. Voilà un peu le contexte de l'intelligence artificielle et son explication un peu basique. Maintenant, dans quel type de discipline on va utiliser l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui en entreprise, il y a plusieurs disciplines dans lesquelles on va utiliser l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle elle couvre un large spectre de techniques. Alors ça va du ce qu'on appelle le traitement de langage naturel, le NLP, Natural Language Processing, en passant par tout ce qui est reconnaissance, alors reconnaissance de caractère, reconnaissance d'objet, reconnaissance d'image, reconnaissance de visage, reconnaissance de la parole. Parmi les usages qu'on connaît de l'intelligence artificielle depuis longtemps, c'est la synthèse vocale et la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'un des domaines, en fait, les deux domaines dans lesquels l'intelligence artificielle a été les plus utilisée, c'est le domaine conversationnel, donc tout ce qui est reconnaissance, mais également le domaine des jeux. Donc, le domaine des jeux, tous les algorithmes qui permettent à un humain de jouer avec une machine ou contre l'ordinateur, généralement c'est de l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, quels en sont les usages? Comment on va approcher les nouveaux usages de l'intelligence artificielle? Alors, les usages sont vraiment très diversifiés et ça couvre toute la chaîne de valeur d'une entreprise. Alors, l'un des premiers usages qu'on va trouver de l'intelligence artificielle, et ça pratiquement dans toutes les entreprises, c'est un usage de support client. C'est-à-dire on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un chatbot pour supporter un client. Alors, je suis une banque, une assurance, un opérateur télécom, j'ai besoin d'adresser les réclamations d'un client, les demandes de manière presque automatique. Alors aujourd'hui, on le fait à travers des centres d'appel, à travers un centre de relations clientèle. Mais de plus en plus, on va utiliser des chatbots qui peuvent être programmés sur la base bien sûr d'un historique humain, pour pouvoir répondre de manière automatique aux demandes et aux requêtes des clients. Donc ça, c'est un premier usage. Ça permet justement d'améliorer la capacité de relation client. C'est-à-dire tout simplement qu'une entreprise va pouvoir avoir un système de gestion de la relation client qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui fonctionne sur les différents médias, notamment sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a les clients, et qui peut fonctionner aussi bien en mode texte mais également en mode vocal. Donc ça, c'est un exemple d'usage de l'intelligence artificielle, mais on peut étendre cet usage à tous les domaines de relations clients. Ça veut dire tout simplement que même pour mettre à disposition des services, des transactions à travers ce qu'on appelle un self-care ou un self-service client, on peut offrir ça au travers du canal chatbot. C'est intéressant parce que ça va permettre justement d'interagir de la manière la plus simple. Et l'expérience utilisateur qu'on voit dans WhatsApp par exemple, dans Facebook Messenger, est une expérience assez intéressante. Alors typiquement, dernièrement, il y a eu des entreprises comme la RAM qui ont sorti un chatbot, un outil conversationnel qui permet de répondre à des requêtes et donc qui permet de consulter des données du client. Alors bien sûr, là, il n'y a pas nécessairement énormément d'intelligence, mais ça peut évoluer pour avoir plus d'intelligence. En tout cas, tout le domaine de la relation client, c'est un domaine dans lequel on peut automatiser un ensemble de tâches au travers de l'intelligence artificielle. Un autre domaine qui peut être également assez intéressant, c'est le domaine de la connaissance client. Alors là, ça va être beaucoup plus du data mining et de l'analyse de données pour segmenter, pour classifier les clients, pour avoir une meilleure connaissance du profil client, pour mieux justement le cibler au travers des différents canaux et au travers des différentes actions commerciales. Donc là, c'est de l'intelligence artificielle qui va analyser toutes les données en entrée. Ça peut être des données qui viennent des réseaux sociaux, ça peut être des données qui sont un historique de transaction du client pour mieux adresser ce client. Alors un autre usage, et ça là on va parler d'usage vraiment interne dans une banque, dans une assurance, dans une administration, c'est ce qu'on appelle le RPA, le Robot Process Automation. C'est-à-dire tout simplement un processus répétitif, alors typiquement par exemple le processus de contrôle,
je suis un organisme de régulation, je suis une banque, je fais du contrôle par rapport à un ensemble d'éléments de base, ces contrôles-là ils peuvent être automatisés. Et donc du coup, ça va permettre de robotiser des processus qui généralement prenaient du temps, qui étaient à faible valeur ajoutée et qui étaient suffisamment répétitifs. Un troisième élément qui peut faire usage de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine financier, mais également dans d'autres domaines, c'est la gestion de risque et la détection de fraude. Alors typiquement, si je suis un client d'une banque, je rentre dans un guichet automatique ou sur une interface web ou mobile, j'ai généralement un profil d'usage. En fait, j'ai des habitudes d'usage. J'accède dans quelques gaps, j'accède d'une certaine manière, je fais des retraits d'une certaine manière. À partir du moment où il y a une reconnaissance d'un pattern différent, ça peut être utilisé pour les algorithmes de détection de fraude. Alors de même pour la gestion de risque, donc tout ce qui est scoring du client qui peut faire usage de l'intelligence artificielle. L'un des autres cas d'usage de l'intelligence artificielle en entreprise, c'est toute la partie qui concerne en fait la reconnaissance. C'est-à-dire tout simplement que je peux utiliser des mécanismes de reconnaissance, typiquement de l'OCR par exemple, de la reconnaissance de caractère, mais également de la reconnaissance d'image, pour pouvoir identifier un ensemble de choses et faciliter ou éliminer carrément le besoin de saisie. Alors typiquement pour une banque, elle peut utiliser la reconnaissance d'image, la reconnaissance de visage pour des mécanismes de KYC, de Know Your Customer, pour des besoins réglementaires et de besoins de conformité par rapport à la réglementation liée au KYC ou à l'anti-blanchiment d'argent. Donc ça, c'est des exemples de choses sur lesquelles on peut justement utiliser les mécanismes de reconnaissance apportés par l'intelligence artificielle pour justement apporter de la valeur et pour pouvoir éliminer un ensemble de saisies ou automatiser carrément un processus. Ça peut également être valable pour des processus de décision. Alors, typiquement, on peut utiliser de l'intelligence artificielle dans le domaine du crédit pour automatiser la décision de crédit en alimentant ces algorithmes par l'historique des décisions de crédit qui ont été faites par la société de crédit ou par la banque. Le cas qui est un peu en fait équivalent à celui-là, qui peut être également intéressant, c'est automatiser les décisions, d'autres décisions, typiquement le recrutement. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu un cas qui est le cas d'Amazon, qui a automatisé une bonne partie du processus de recrutement de manière à prendre des décisions automatiques. Le problème, bien sûr, c'est quand on fait, ça c'est un peu l'aléa des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est que si dans la donnée de base qui va permettre de construire l'algorithme ou le modèle, il y a un biais, c'est-à-dire en fait il y a une injustice, il va être reprise par l'algorithme. Typiquement, Amazon, il y a eu un cas où en fait il y a l'intelligence artificielle qui prend les décisions et elle a un biais contre les personnes de couleur et les femmes, parce que tout simplement la donnée qui servait de base pour la construction de l'algorithme contenait justement ce biais-là. Donc, tout processus de décision en entreprise qui nécessite l'intervention humaine peut être automatisé d'une manière ou d'une autre par de l'intelligence artificielle, bien sûr en capitalisant sur l'ensemble des données. Alors, on va bien sûr trouver d'autres usages dépendamment des domaines et des secteurs. Alors, typiquement, dans un secteur comme l'agriculture, il y a d'autres cas d'usage de l'intelligence artificielle, aussi bien pour supporter les agriculteurs, notamment avec des outils de langage naturel, mais également, par exemple, pour de la reconnaissance. Alors, typiquement, les images qui sont prises par des drones ou les images qu'on va trouver un peu, qu'on va capter au travers d'un appareil photo ou d'un téléphone mobile, ils peuvent permettre de faire la reconnaissance automatique. Par exemple, reconnaître une culture, une variété, mais reconnaître également des maladies, des carences, des ravageurs dans la plante. Et ça, c'est également un usage de l'intelligence artificielle. Tout ça, bien sûr, c'est des choses qui existent. Alors, on va aller à des usages encore plus intéressants où on va en fait avoir également de la robotique, c'est-à-dire en fait l'intelligence artificielle qui est associée à l'usage des robots. Et là, effectivement, on va trouver un ensemble d'usages dans l'industrie, dans la logistique,
où on a des robots qui vont pouvoir travailler de manière presque autonome. Alors typiquement Alibaba, ils ont en fait une usine où 70% des tâches sont complètement robotisées. Et ça, c'est une tendance plus ou moins à l'échelle mondiale, notamment dans les usines 4.0. Donc ça, c'est vraiment un usage. Alors, on va prendre des usages très simples à l'échelle individuelle. Ben, le cas échéant, c'est le robot de nettoyage. Donc aujourd'hui, il y a des robots qui sont vendus chez à Amazon ou à Alibaba qui permettent justement de nettoyer le sol de manière automatique. Alors bien entendu, c'est de l'intelligence artificielle parce qu'il va pouvoir reconnaître en fait les surfaces, les coins, s'il y a des escaliers ou autres. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être bien sûr pour pouvoir les contourner, pour prendre des décisions en conséquence. Donc ça, c'est des exemples d'usage de la robotique à l'échelle individuelle, à l'échelle personnelle, mais bien entendu, il y a des usages encore plus avancés à l'échelle d'entreprise. Donc, disons qu'il y a énormément d'usages de l'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui un domaine de pointe. Les États et les pays, depuis quelques années, pratiquement en 2016-2017, la plupart des grandes nations ont sorti des stratégies d'intelligence artificielle assorties de grands budgets. On l'a vu avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, avec la Grande-Bretagne et avec la France. En 2017, il y a eu le rapport Villani, il y a eu une stratégie d'intelligence artificielle à l'échelle de la France. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin pour développer ce domaine, tous secteurs confondus. Et aujourd'hui, en fait, il y a une initiative qui a été lancée par l'ADD avec le concours d'autres organismes comme la CNRST pour lancer en fait des travaux de recherche dans l'intelligence artificielle et avec une dotation budgétaire de 50 millions de dirhams. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé en 2019. Je ne sais pas est-ce que ça a abouti, mais en tout cas moi-même en fait j'ai participé à cet appel à projet avec plusieurs institutions de recherche, notamment pour le domaine agricole. Disons qu'aujourd'hui, il y a d'autres besoins qui sont fondamentaux pour pouvoir développer l'intelligence artificielle. Le premier besoin, c'est d'avoir de l'open data. Et ça, aujourd'hui, on est un peu loin. Donc, à l'échelle gouvernementale, il faut qu'on ait de l'open data, mais également à l'échelle des compagnies, des entreprises privées, soit dans le cadre de consortiums, soit dans le cadre de clusters. Mais l'initiative d'ouvrir les données, c'est une initiative qui est fondamentale pour développer l'intelligence artificielle. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir en format numérique, centralisé, notamment dans le cloud, un ensemble de données qui existent déjà, qui existent au niveau des ministères, qui existent au niveau des instituts de recherche, et c'est quelque chose qui va permettre justement de débloquer l'intelligence artificielle. Troisième élément, et je crois que c'est un élément qui est vraiment nécessaire, c'est de subventionner les équipements qui permettent de générer des données. Aujourd'hui, par exemple, il y a des initiatives, on a vu par exemple dernièrement pour la partie gestion des déchets au niveau de la ville de Casablanca, où en fait le choix a été fait d'avoir en fait un process de bout en bout qui est géré par les délégataires qui génèrent des données. Donc toutes les phases de gestion des déchets génèrent des données, alors des photos déjà, mais également d'autres types de données à travers des capteurs et à travers également de la géolocalisation. Donc ça, c'est également très très important. Et plus on subventionne ou on fait de l'incitation fiscale pour les équipements et pour les entreprises qui génèrent des données et qui les génèrent notamment dans un cloud national, plus c'est important. Et en fait, je vais terminer par ça. Sur ce sujet de l'intelligence artificielle et de la donnée, il y a un enjeu de souveraineté sur la donnée. Et donc, c'est important de garder ces données à l'échelle du Maroc, de data center marocain. Parce qu'aujourd'hui, une bonne partie de la donnée, en données de transport, par exemple, au Maroc, elle est chez Google, elle est chez Waze. Waze, c'est une société israélienne. Et Google, c'est une société américaine. Donc, à un moment ou à un autre, ça peut être utilisé contre nous en tant que pays. Je parle de la donnée de la géolocalisation et de la donnée de transport, mais c'est valable pratiquement pour l'ensemble des types de données qui sont aujourd'hui générées.
Voilà de manière globale. Alors, j'ai essayé d'approcher le sujet par deux volets, par le volet technique, technologique en termes de vulgarisation de ce que c'est que l'intelligence artificielle, et en deuxième lieu, en termes de cas d'usage réel pour l'entreprise de l'intelligence artificielle. J'espère que ça a été bénéfique. Je remercie en fait les abonnés de la chaîne. J'espère que les autres vont également s'abonner pour leur soutien, pour leur support, et j'espère que tout ce contenu peut être d'une utilité à l'échelle de notre pays qu'on chérit tous, et que ça pourra déclencher des décisions dans le bon sens, et également ça pourra être utilisé par des jeunes pour pouvoir avancer dans le secteur de la technologie et dans le secteur du digital. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre support et bonne continuation à la prochaine vidéo.